François Bon, le tiers-livre, et vous savez que pendant un certain nombre de mois, ce qui va être en avant là sur la chaîne, c'est Rabelais, avec des expériences de terrain, des lectures, mais aussi des choses sur la vie, parce que ça change, on apprend plus de choses, et je crois aussi que si on revient à cette œuvre, parce que l'Ukraine, parce que le contexte anthropocène, parce que l'urgence, et quelque part, même moi qui vis avec Rabelais depuis 40 ans, eh bien, ce qui se passe là, la terreur où on est, dans les ombres, l'angoisse du monde, fait que on y revient, et ça change rien au reste. Mais on sait pourquoi on y est, et on sait pourquoi c'est la littérature qui est là. Alors il y aura les expériences de terrain, et je crois que quand même malgré tout, il va y avoir ici le travail de table, le travail de lecture, de bibliothèque. Là je suis dans Étienne Dolé, par exemple, des choses que, justement, je n'avais pas été levé, toutes ces trappes, peut-être j'aurais dû, mais c'est comme ça. Il y a une question qui revient souvent, elle est pourtant ultra simple, je ne sais pas si on se la pose, pourtant d'autres auteurs, et Rabelais, tu le lis dans quelle édition ? Va dans une librairie, c'est où Rabelais ? Alors, t'as les collections de poche. Ça tombe bien autrefois dans les livres de poche. Donc il y a Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre, le quart-livre. Gargantua qui fait le côté best-seller. C'est ça aussi qui est trompeur. Là, il était au programme, paraît-il, dans les Duc-Notes. Qu'est-ce qu'ils mettent au programme ? C'est Gargantua. Et puis c'est pas justement les questions de guerre et tout ça. C'est l'éducation, l'utopie. Bon, j'entre pas là. Mais allez voir dans votre librairie si Gargantua vous avez le trouvé, mais est-ce que vous avez trouvé à côté tiers-livre, quart-livre ? Et là, moi j'avoue un petit peu mon retrait. Il y a une édition que j'aimais beaucoup. Alors est-ce que c'est Pochothèque ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'appelait Gérard Defoe. Ah ouais, mais ça remonte à 30 ans et ce contexte change toujours. Alors, les éditions de poche, il m'arrive là, je vais dans une librairie, une Fnac, je les ouvre, j'ai feuillette, ça me tombe des mains. Je ne sais pas comment dire, c'est triste. Et Rabelais, c'est pas triste, c'est le contraire. Alors après, tu as les monuments, tu as le Pléiade. Alors, oui, le Pléiade, alors moi, il y avait le vieux Pléiade là, des années 30, refait dans les années 50. C'est quelqu'un que j'estime énormément, Mireille Huchon, qui a renouvelé tout le contexte des études rabelaisiennes, qui a écrit cette biographie, la Rabelais, qui est la dernière en date, la plus solide. Je crois que c'est elle qui a coordonné l'édition du Pléiade. Mais le Pléiade est mort. Le Pléiade, il met le Gargantua avant le Pantagruel. Ça, pour moi, au bûcher. Enfin, au bûcher, non, on brûle plus les livres, nous, aujourd'hui, chez nous. Mais il y a ici, poubelle jaune. Poubelle jaune, recyclage. Il y en a partout des recycleries. De toute façon, tu peux essayer de les mettre chez Emmaüs, ils en voudront même pas. Alors déjà, il y a ça. Ça paraît un peu provoque de le dire, mais c'est bon, moi, je ne faut pas avoir peur de la provoque. Récemment, il vient de sortir un quarto. Alors les quartos, c'est super beau. Moi, j'ai plein de quartos. J'ai Artaud, j'ai Duras, j'ai Guy Debord. Mon Guy Debord de Artaud, ça sauve la vie, ce truc-là. Le quarto, il est vendu dans une belle cellophane. Oh là là, tu te dis ça et personne n'y a regardé les pages. Vous prenez votre petit ongle là, du pouce et puis vous découpez la cellophane. Vous en trouverez discrètement une page quelconque du quarto. Tu t'aperçois tout de suite, le quarto est illisible. Et puis ensuite, tu enlèves la colophane, tu regardes, le Gargantua est avant le Pantagruel. Poubelle jaune. Enfin non, tu le laisses où il est. Alors, tu te dis, mais la situation pour Rabelais est désespérée. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas seulement depuis quelques mois. Parce que, les éditions bouquins, j'en ai pas tant que ça chez moi. Évidemment, il y a un avantage, c'est une grosse reliure toilée souple, c'est indestructible. Le papier fin, blanc, donc c'est un papier industriel, c'est ce qui permet au livre d'être dans des prix encore à peu près corrects. Et ça s'appelle Tout Rabelais.
C'est prétentieux, tout. Rabelais? Non, vous allez voir. Alors pour moi, je le dis calmement, tranquillement, mais sérieusement, si vous souhaitez lire Rabelais, si vous souhaitez travailler Rabelais, et puis si vous êtes dans un truc, on dit, bon, moi je vais le prendre en poche parce que je vais en acheter un, puis après j'en achèterai un. Non, c'est pas comme ça, c'est un bloc. Pantagruel, Gargantua, tiers-livre, quart-livre. Bon, puis après il y a ce qu'il y a autour. Pantagruel, une pronostication, et les almanachs. Évidemment, la problématique du 5e livre. Je ne suis jamais trop entré là, mais ça fait partie organiquement de Rabelais. Bon, vous savez l'histoire. Il commence un grand récit de circumnavigation. Ce grand récit, on s'embarque. Mais pourquoi on s'embarque? Pourquoi on part? Bien, tu prends le premier chapitre, on doit s'embarquer, et puis hop, en fait, il en fait un grand zoom, et ça s'appelle le tiers-livre. Et puis ensuite, il y a ce récit du quart-livre. Est-ce qu'il y a une fin au quart-livre? Oui, normalement, il devrait y avoir une fin. Tu arrives à l'oracle, Bacbuc, là, tu auras la réponse. Ça. Mais ils n'y arriveront pas. Par contre, tu as cette grande dérive sur l'océan, tu arrives sur l'océan Arctique, le détroit de Bering, grand rêve utopique, les paroles gèlent à mesure qu'elles sont énoncées, et puis ensuite tu arrives au silence, et ça se finit dans le silence sur la mer, et c'est le quart-livre. Bien, le tiers-livre avait déjà cannibalisé des textes de ces ébauches du récit de circumnavigation. Le quart-livre, c'est l'ouverture et le chemin vers l'ouvert de ce récit de circumnavigation, et il reste encore des textes ébauchés, aucune raison de mettre en doute que ce soit les textes de Rabelais, mais édition posthume, 10 ans après sa mort, et ça s'appelle le 5e livre. Bon, ça c'est le tableau général. Et c'est là où je dis, oui, tout, Rabelais, faites l'effort, pas prendre un poche et puis un autre, et puis savoir qu'est-ce que vous commentez. Je vais aller voir le tiers-livre, puisqu'il nous en parle toujours du tiers-livre. Puis après, je lirai Pantagruel. Non, 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 non. Tout Rabelais, pavé, bloc. Et là, on a, pour moi, cette chance-là. Alors pourquoi c'est une chance? D'abord parce que ça fait juste quelques mois que ce truc est disponible. Septembre dernier, rien du tout. Ensuite, parce que c'est une génération de jeunes chercheurs. Moi, je les ai connus, croisés via, justement, Mireille Huchon. Mais c'est des gens, et Romain Ménini, qui est le coordonnateur, le responsable de cette édition, et je vais faire gaffe à ce que je vais dire, c'est des gens qui partent de la langue. Là, il parle de Valère Novarina. Il parle d'Alfred Jarry. Il parle de Chamoiseau et de ce néologisme qui n'est pas de lui, mais qui est de Chamoiseau, sur l'oraliture. Alors moi, j'aime pas les néologismes, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais tout d'un coup, la langue passe là, peut-être même presque trop chez Romain. Et d'autre part, il dit, nous, on ne va pas surinterpréter Rabelais en mettant une option de lecture qui primerait toutes les autres. Je pense à l'énorme travail vital de Michael Scritch, récemment disparu, grand prof à Oxford, et qui racontait toujours que juste après la dernière guerre, il était au Japon, mobilisé, il gardait un camp de prisonniers. Et là, de l'autre côté du grillage, il voit un Japonais qui était en train de gribouiller assis par terre. Il demande ce qu'il fait. Eh ben, il traduisait Rabelais. Et la relation s'est continuée comme ça. Bon, Scritch, c'est un spécialiste de la religion qui est surinterprète. Je dis ça tout doucement, c'est pas des conflits, rien du tout, mais cherche à ce que l'entreprise Rabelais soit lisible par le rouage principal des questions de religion. Et ça, pour nous, en tout cas pour moi, et puis pour cette génération-là de jeunes chercheurs, je pense que c'est plus le cas. Et moi, évidemment, je prends des leçons avec ça. Par exemple, c'est quoi, moi, mon expérience Rabelais? Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheur, il n'y a rien du tout là-dedans, mais c'est pour moi une recherche personnelle, autobiographique, quelque chose qui me concerne par la langue. C'est pas dans le tout Rabelais, c'est dans ces 4 livres, mais j'ai besoin de la musique, le rythme,
Et quand j'étais entré dans ce travail sur Rabelais, alors les éditions qu'on avait, tenez, je les ai sorties là, celles qui tenaient le coup, c'est les éditions savantes de chez Drose, avec un appareil critique énorme, mais évidemment, du point de vue de la typo et de la présentation plastique, c'est pas du tout ça. L'espace des notes, quasiment des fois, est plus gros que l'espace du texte. Mais ces 4 bouquins-là, moi, je les ai lus au mot à mot, c'est-à-dire même les phrases numérotées là, dans la marge. Simplement, mentalement, tu passais au-delà de cette grille typographique pour arriver à enfin avoir accès à Rabelais, alors que le Pléiade, c'est une espèce de grosse machine molle. Par exemple, Rabelais écrit, bon, j'en ai parlé de tout ça, le trou du cul comme un miroir cristallin. Ah ben, Pléiade mettait une petite note. Hein. Oh là là, remarquez l'acuité de Rabelais dans les notations anatomiques. Oh, ouais, ça va, c'est fini ça. Mais il y avait besoin d'éditions qui ne soit pas la question de, par exemple, reponctuer Rabelais, mettre des tirets, mettre des guillemets, etc., etc. Et ça, pour moi, c'était un point, là, en ce moment, je claque un fric, là, dans... j'en parlerai, je ferai une vidéo dédiée sur tous ces documents-là de Lazare Sénéan, Jean Platard, édité par l'ABN. Enfin, en fait, vous savez, ce système-là, c'est... Sur Gallica, on a accès à des tas d'éditions, à des tas de documents. Eh bien, l'ABN, je crois qu'ils en ont maintenant 18 000 ou 25 000 comme ça sur le serveur. Il y a un logiciel très performant, enfin, ça, j'ai vu ça de près à un moment, où quelle que soit la dimension du livre, elle est réadaptée par le PDF pour coller à cette dimension standard, mais tu peux avoir accès, là, par le livre, bon évidemment aussi par l'écran, ça aussi on va en parler, mais là pour moi j'ai une édition, bon c'est celle 1858-1872, c'est les éditions de Rabelais telles que les lisaient Flaubert, Balzac. Ben, tu t'aperçois qu'au 19e, avant cette espèce de mainmise là par la norme du français académique, eh bien, Balzac, Flaubert, Chateaubriand, Nerval, quand ils lisaient Rabelais, c'était dans des versions qui quasiment n'avaient pas bougé depuis le XVIe siècle. Et par contre, c'était les éditions, on savait que par exemple Rabelais 1532-1535, Alcofribas-Nazier, et ça pour moi c'est ces trucs signés avec ce pseudonyme qui est en fait un anagramme du nom de l'auteur, ben, ça compte énormément puisque tu le vois, le narrateur, Panurge le traite au féminin, ça c'est aussi un petit truc qu'on regardera de près, à un moment donné, donc c'est le narrateur qui rentre dans la bouche du géant, c'est fantastique, donc pour moi ces éditions-là, 1532-1535, elles sont décisives parce que tu le vois brut, le surgissement, tu le vois non corrigé. Après, en 1542, Rabelais signe de son nom, donc évidemment, c'est plus poli, c'est augmenté, tout est calibré, mais on n'a pas perdu, forcément, mais ce côté de la langue qui s'ébroue, c'est-à-dire 1532-1552, c'est l'histoire de comment la langue française se forme par étapes, accélérée via les étapes de l'imprimerie. Ce qui fait que Shakespeare en Angleterre ou Cervantes en Espagne, eux, ça vient un tout petit peu plus tard, comme Montaigne. Eh bien, il n'y a pas ce problème-là de la langue qui s'ébroue. En plus, c'est encore plus compliqué chez Rabelais, puisqu'on commence par Pantagruel, mais ensuite on écrit le Gargantua. Le Gargantua est censé se passer 400 ans avant. Donc qu'est-ce que tu fais ? Bien, tu réutilises des notations anciennes de la langue, et ça a été le travail génial de Mireille Huchon pour le poser. Tu réutilises des graphies anciennes de la langue, y compris des traces fossiles de déclinaison, pour prouver qu'en 1534 ou 1535, Gargantua a été écrit dans une langue d'avant l'imprimerie. Va te débrouiller avec ça. Alors,
Bon, moi, c'est vrai que ces éditions-là, les toutes premières imprimées par Rabelais, c'est là où je trouve mon jus de la lecture, parce que aussi, est-ce que c'est fait pour la lecture mentale, comme le tiers-livre ou le quart-livre? Ça, si cette bascule-là, c'est des choses que je voudrais qu'on regarde de façon plus précise. Non, c'est fait pour un lecteur. Qui c'est le lecteur? Eh ben, c'est celui qui lit pour les autres. Donc c'est une notation logographique pour que celui qui lit ça comme une partition sache interpréter le texte pour ceux qui l'écoutent. Et Rabelais en joue. C'est-à-dire le moteur dans la farce, il est aussi dans ce statut du narrateur comme ça. Et là, par exemple, donc Romain Ménini, là, dans cette édition bouquin, bon, bah, il y a l'état scientifique de tout ça. Oui, moi, je pensais, par exemple, que l'édition dont je m'étais servi, un facsimilé de la BNF, un exemplaire, là, le premier exemplaire de 1532, conservé à la BNF, et encore, il y a des pages qui manquent. Pourquoi les moines ont-ils la couille si longue? Bon, bah, c'est la bibliothèque royale, la page est arrachée ou soigneusement biffée. On peut le voir en ce moment à la galerie Mazarin, là, dans le nouvel espace Richelieu. Bon, bah, l'équipe de Ménini nous laisse entendre qu'avant cette édition, il y en a peut-être eu au moins une qui ne nous est pas parvenue. Et puis ensuite, on corrige les pages manquantes de la BNF par la deuxième édition, donc qui serait la troisième qu'on connaît. C'est un exemplaire qui a longtemps été perdu parce qu'il était à Dresden, qu'il a été perdu dans les bombardements de 1945, qu'il a émergé là, je crois, fin des années 70. Tout ça, c'est encore complètement vivant. Et là encore, est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'on ça vous vaincu parce que on avance dans ce maquis? Ben non, regardez l'édition de Proust dans les années 50 en 3 volumes Pléiade, qui pour nous tous a été le bréviaire dans lequel on découvrait Proust. Et puis regardez l'édition de Jean Tadier, là, juste là, vers 2010, qui, elle, est en 4 volumes ou 5, je ne sais même plus. Mais en tout cas, ils sont là au-dessus de ma tête et qui suppriment le contre Sainte-Beuve en le traitant comme des ébauches intégrées dans la masse d'ébauches de la recherche. Est-ce qu'on a une édition définitive des Fleurs du Mal de Baudelaire? On ne peut pas. Il y a la première édition, mais ensuite les épaves qui s'impriment différemment. Ensuite, il y a les corrections et les versions supplémentaires ajoutées au corpus non censuré, etc., etc. Donc là, on a une édition qui est fiable là-dessus. Alors il est temps que j'en parle. Pourquoi je dis c'est la seule? Bien, d'abord, vous ouvrez, Pantagruel sera avant le Gargantua. Bah oui, parce que c'est quoi Pantagruel? C'est le chemin de découvrir la langue. C'est ce corpus là de farce parisienne, de farce étudiante. Puis aujourd'hui, bah, c'est un peu bizarre quand il parle du calibistris de ces dames et puis de ce truc d'urine de chien là, jeté. Etc. Bon, mais c'est le contexte et on va pas faire de la réécriture policée, etc. Mais ce contexte-là de farce d'étudiants, c'est Panurge. Donc Panurge, il faut l'introduire. Donc on a... est-ce que c'est un livre? Non, c'est la vérité. Donc ça part de la généalogie du monde, et puis cette généalogie parle de l'histoire des géants, je ne vais pas me perdre là-dessus, mais cette aventure d'écriture en triptyque du Pantagruel, est-ce qu'elle précède le Gargantua? Oui, puisque 1532 que le Gargantua vient après, mais ça s'écrit d'après, là encore tout ce travail de Mireille Huchon, d'après ces vieilles chroniques gargantuines de littérature populaire, et dans la petite imprimerie de Lyon, où Rabelais se retrouvait avec ses copains pour éditer ses aphorismes de Galien ou d'Hippocrate, ses traductions, ou des documents juridiques, ou des faunes et des flores, les premières, eh bien, pour faire vivre le truc, il y avait ces almanachs ou ces gargantua qui se vendaient sur les foires. Et a priori, il a participé à la remise en ordre de ces éditions, et c'est de là qu'il est parti pour inventer son Pantagruel. Ensuite, flashback de 400 pages, d'ailleurs je vais voir, je n'ai même pas regardé tous les détails de cette édition, mais ce qui ne m'empêche pas de vous en parler. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait même avec des petites variations par rapport à ce que je connais du facsimilé. C'est-à-dire, là, ça s'écrit ici, le début des lignes.
Mais là, quoi, il y a du blanc, il y a des trucs, ils ont mis des petits signes au milieu, là. Ça veut dire quoi? Ben ouais, il est si vieux le bouquin qu'il a été mangé par les rats. Alors quoi? Il manque le début des lignes. Bon, ben ça, typographiquement, amusez-vous avec cette chose-là. Alors pourquoi cette édition, pour moi, unique? Ben justement parce que si tu prends l'écriture et la langue et que tu commences par ça, à ce moment-là, oui, Pantagruel est avant le Gargantua. Il y a donc les 4 livres. Le 5e livre avec toutes les précautions éditoriales d'usage, tu comprends tout. Et puis ensuite, il y a t'as encore tout ça. C'est les textes divers de Rabelais, puis l'appareil de notes. Alors, les textes divers, bon, est-ce que c'est passionnant? Non, il y a des trucs en latin, il y a des dédicaces. Il y a cet almanach là de, je crois que c'est 1543, chose comme ça. Bon, moi je l'ai là-haut aussi, parce que c'est une découverte récente, mais il a été intégré là avec ses bois gravés de couleurs. Il y a ce texte de commande, la Siomachie, a écrit pour une fête là, de Jean du Bellay dans le voyage, l'ultime voyage à Rome en 1548. Donc tout Rabelais, oui, parce que vous avez tous ces textes de commande. Bon, c'est pas un problème. Alors, pourquoi je dis aussi que c'est l'édition actuellement, là, maintenant, indispensable, j'allais dire, c'est que toutes les démarches scientifiques là, de ces dernières années, c'est intégré dans le processus éditorial. Alors, ça donne aussi les limites, j'allais dire, plastiques de l'édition. C'est-à-dire, Ménini le dit dans l'introduction en se marrant, il reprend une formule de Rabelais. Des pois au lard cum commento. Bon, bah ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des centaines, voire des milliers de petits appels de notes. Bon, si tu n'as pas envie de regarder, tu ne regardes pas. Mais si tu as envie de regarder, eh ben, tu verras les questions qu'il y a derrière. C'est passionnant. Alors, par contre, typographiquement, alors ce qui est bien, c'est que dans l'édition papier, ça se voit pas trop. Ils ont fait vraiment attention à ce que les petits appels de notes soient minuscules, mais tu arrives à t'y retrouver très bien. Dans l'édition numérique, tu as quand même ce petit truc un peu bleu là, et donc tu as l'impression d'une page numérique un peu mitée, mais bon, c'est pas... Par contre, là on entre dans l'art, et pas les pois au lard comme commento, mais ni les pois ni le commento, mais le lard, c'est que tu as une double version. Et alors ça, on va en parler. Y compris parce que récemment, j'ai eu un échange un peu avec Internet, il ne faut pas s'affoler, des fois ça va très très vite pour dériver, et ça s'est amplifié, on est là. Et sur un tweet, pour moi, ces questions même de traduire Rabelais, ça me gêne. Alors, Ménini dit on a fait une translation. Ce qui est. Bon, ils s'en expliquent, ils défendent leur truc, mais j'ai le droit d'en parler. Si j'en parle, c'est parce que, d'abord, respect, compliment, et là, oui, cette édition, elle est la principale. Pourquoi ? Parce que sinon, vous aviez toujours « Ah, ben tu lis sur la page de droite le beau machin en français adapté dit moderne. Et puis si tu veux vraiment aller voir chez les médiévaux, ben, tu regardes la page de gauche et puis ben, tu trouveras le texte original. Puis, si tu veux regarder pinailler. » Bon, ben non. Là, et il paraît que ça a été un peu sportif avec l'éditeur, c'est le texte original de Rabelais est dans ce qu'on appelle typographiquement la belle page. C'est-à-dire que quand tu lis, tu peux lire de façon continue en lisant uniquement les pages de droite et tu as ton Rabelais. Alors dans l'édition numérique, je l'ai sur mon iPad. Bon, ça veut dire aussi que je l'emmène partout avec moi parce que bon, j'ai le mien, il n'y a pas de problème. Je travaille principalement toujours avec ce Rabelais que je suis en train de me construire pour moi, mais qui est en gros une version plastique, graphique, qui me permet d'avoir tout le temps de quoi le lire. Si j'ouvre sur l'iPad, alors je le mets toujours en fond noir, parce que c'est plus facile, tu lis la nuit. Tu as la table des matières, et dans la table des matières, d'abord tu as la fonction recherche. Ça veut dire que quoi que ce soit que tu recherches, et ça, bah,
Pour moi, c'est ça la question, c'est ça le défi. Est-ce qu'on a un Henri Michaud qui permet une fonction de recherche comme ça? Non. Est-ce qu'on a un Julien Gracq qui permet une fonction de recherche? Non. Est-ce que Proust, je lis sans faire toujours des recherches d'occurrence? Ben oui, je m'en sers tout le temps avec ma version numérique à cause de ça. Parce que le travail par les recherches d'occurrence est un outil pour nous principal pour la descente, pour la navigation sous le texte. Alors, respect et compliment, quand je suis sur le numérique, avec ma table des matières, eh bien, la translation, je ne sais même pas où elle est. C'est-à-dire qu'elle est invisible dans la mémoire de l'iPad et je ne l'ai jamais vue. Alors, quand on est dans l'édition comme ça, est-ce que vous allez lire d'abord les pages gauches? Non, justement, c'est une édition qui vous pousse à lire la page droite. Ce qui est quelque chose, moi, qui en tant que traducteur de Lovecraft m'interroge plus. Donc, systématiquement, la translation est plus longue que la langue originale. Quand on traduit de l'anglais, on sait que la langue française, parce que les articles, parce que moins de monosyllabes, on va être à 10-12% plus long que... C'est pas une question d'informatique, ça. Hein, c'est vraiment discussion interne dans le monde des traducteurs. Mais si tu es au-delà des 12-14% dans la longueur par rapport au texte original, c'est que tu as peut-être loupé quelque chose. Bon, ben là, cette longueur toujours supplémentaire dans la translation, je pense qu'ils auraient dû faire gaffe. Alors c'est là où on s'était un peu frité, mais bon, ça y est, c'est derrière, c'est passé. Hein, mec, on se check là avec Romain Ménini. Si je prends des exemples. Alors moi, mon test, c'est le texte du couscous. Parce que c'est vieux, ces questions-là. C'est Paul Valéry qui disait que l'ancien français est une langue étrangère qu'on sait d'avance. Bon, bah, les Balzac, les Flaubert, quand ils étaient dans celui-là, est-ce qu'ils avaient le choix? Non, c'est-à-dire que tu as la lumière des lettres. Alors, est-ce que tu aides? Ménini, par exemple, disait ouais, vous rajoutez des fois des accents. Bon, ce que j'ai fait, j'ai viré tous les accents depuis. C'est vrai que ça me semblait des intonations, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il y a une vérité, une authenticité possible de l'édition du texte de Rabelais? Non, la police même de caractère, c'est quelque chose qui a une dimension historique. Le Garamond qu'on utilise en imprimerie, c'est le Garamond D qui vient de Monsieur Garamond T, qui était celui qui rédigeait les édits de François Ier parce qu'il avait la plus belle écriture du royaume. Et donc les poinçons ont été faits pour copier la belle écriture manuscrite de Monsieur Garamond T. On l'a appelé Garamond D. Et donc ces questions-là, même publiées aujourd'hui, Rabelais, c'est inventer une lecture. Et inventer une lecture ouverte, une lecture qui garde ces épaisseurs de strates successives. C'est là où eux ont fait un boulot. Moi. Non seulement je m'incline, mais depuis que cette édition existe, je m'en sers d'outils pour vérifier tout le temps. C'est là où ça va le plus vite. Et tu sais que c'est fiable. Quand tu sais que c'est fiable, bah ouf, t'y vas comme ça. Alors, le test du couscous, c'est parce que autrefois c'était au Seuil. Il y avait une édition comme ça. Alors c'est un monsieur qui s'appelait Maurice Rat qui avait fait. C'est pas la question ça. Mais pour moi l'exemple c'était du coscosson dans un bourrabaquin. Bah, il traduisait du couscous dans une marmite. Excuse-moi. Mais c'est pas la même chose. Alors, le test du couscous, évidemment, iPad, tu cherches coscosson, coscoton, bourrabaquin, et tu le trouves. On est avec la Sibylle de Panzoult. Moi, c'est ça que je veux faire, très humblement. La Sibylle de Panzoult, c'est à 40 minutes ici. Eh ben, on va y aller avec nos petits appareils et puis on va lire le texte de la Sibylle de Panzoult, là où Rabelais, en voyant cet endroit, s'est dit que c'est là qu'elle serait, sa Sibylle. Vous voyez, on est chacun dans son jardin, il n'y a pas de... il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de mauvaise attaque, quoi que ce soit. Alors, le test du couscous, page 665 de tout Rabelais. Ces maudits Panurge la Salois, profondément, lui présenta 6 langues de bœuf fumées, un grand pot beurrier plein de coscotons, un bourrabaquin garni de breuvage, une couille de bélier pleine de carolus nouvellement forgé. Bon bah, c'est ça. Tu sais pas trop ce que c'est, pas trop de quoi on parle? Bah ouais, parce que langue de bœuf,
Est-ce que de la langue de bœuf fumée, on en mange tous les jours de nos jours? Ah, ben, hier à Chinon, avec Alain Lecomte, on a été dans un petit bistrot qui était un peu spécialisé dans ces choses-là. Mais, vous voyez, c'est tout de suite. Alors, pour moi, la question de la langue de bœuf fumée, elle est aussi compliquée que la question du coscoton dans un bourrabaquin. Alors, la phrase maintenant de la translation, et attention, hein, je cherche pas la guerre. Franchement, hein, on est dans du sérieux là. Cela dit, Panurge la salua gravement. Alors, cela dit, l'original, ces mots dits, ben, cela, c'est une chose. Ces mots, c'est pas une chose. Alors tu veux changer, tu dis fois. Alors tu dis oui parce qu'il faut toucher un public plus large. Mais je suis pas sûr. Et c'est ça, c'est pas un problème. Moi j'ai le droit, c'est-à-dire je peux lire ce truc en disant tu regardes que les pages de droite, mais en fait c'est ce que je fais. J'ai complètement oublié qu'il y avait une page de gauche. Et je leur en veux pas. C'est bien qu'il y ait ça. Mais en fait, le paradoxe, c'est que si tu fais le même texte, on va dire ça sert à quoi de le faire? Donc, ces mots dits, Panurge la salua profondément. Bah ouais, ça se comprend. Alors tu dis, il faut que je fasse ma translation. Cela dit, Panurge la salua gravement. Ah bah ouais, grave. Mais gravement ou profondément? Profondément, c'est le rituel du... Lui présenta 6 langues de bœuf fumées, ça change pas, un grand pot à beurre plein de couscous. Un grand pot beurrier, plein de coscoton. Bah ouais, mais couscous à côté de coscoton. Tu transformes une valse à 3 temps en jeu à 2 temps. Alors c'est important, écoutez, Cashmere de Led Zeppelin, le jeu des guitares basses et Jimmy Page et John Paul Jones qui jouent à 3 temps, Cashmere, et puis bonhomme, il sait pas faire du 3 temps, alors il fait du 2 temps, et Cashmere, c'est l'opposition du 2 temps et du 3 temps. Ben ouais, mais la littérature, c'est ça, tu changes pas les temps. Continue. Une gourde remplie de breuvage. Un bourrabaquin garni de breuvage. Une gourde, ouais, quand je vais à la salle de gym, j'ai ma gourde. Ben, toi, t'es un peu gourde. Une gourde, mais un bourrabaquin. Qui est un collet, comme dirait Yannick Jolin, qui est Banchano aussi. Ben, il y a ces bêtes trop rien, le scolet, un bourrabaquin. Il faudra qu'ils vous demandent à Yannick Jolin, mais qu'est-ce qu'il me dira, Yannick Jolin? On est un genre de gourde. Bah, peut-être bien, mais alors je ne fais pas non plus, c'est pas la question de régionaliser, de folkloriser. Pourquoi je m'autorise ça? Parce que, prenez Alexandre Dumas. Tiens, Alexandre Dumas, le vicomte de Bragelonne, tiens, quand il propose au faux Louis XIV, au jumeau de Louis XIV, tu veux pas faire la conspiration? On va t'emmener là, dans le marais Poitevin, parce que c'est un labyrinthe, parce que t'es perdu, parce que c'est libre, t'as que des... Ouais, le marais Poitevin, tu le contournes, à part si tu vas à Bordeaux, ou tu vas ensuite... etc. Mais c'est... Bon, ben moi, il se trouve que je suis là. Il se trouve que dans cette poche-là, qui était une poche protestante aussi, qui au moment de la Révolution française n'était pas chez les Chouans, c'est même prolongé, il y en a même des députés socialos, là, bien avant Mitterrand, où dans ces endroits-là, la langue, comme aussi dans le Saumurois, là, vers Chinon, mais c'est plus difficile. Bah, nous, en Vendée, bah, cette langue-là du XVIe siècle, par l'isolement géographique, elle a continué jusque ça. Alors moi, ça ne me pose pas de problème. Et qui est un collègue à Bourrabaquin, bah, ils en savent rien, mais si je vais dans le garage de mon grand-père maternel, qui a survécu jusqu'à... Ici, il y a combien de choses dont je ne sais pas le nom, dont je ne sais pas le nom que lui utilisait pour les dire. Et ça, ce mystère de la langue, moi j'en ai besoin. Un grand pot beurrier plein de coscotons, un bourrabaquin garni de breuvage, une couille de bélier. Bah, les couilles de bélier, on les utilise pas forcément tous les jours de nos temps. Alors là, elle a été traduite, mais ils ont mis une petite note. Une couille de bélier, 3... Dans l'Antiquité, on fabriquait des bourses avec la peau enveloppant les testicules du bélier. Ah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Une couille, c'est une couille. Bon, allez, je ne veux pas insister trop là-dessus. M'intéresse plus, et là, par contre, là aussi, respect. C'est-à-dire que là, par exemple, l'appel de notes, il n'est pas sur couille de bélier. Il va être sur crapodine de Baeus.
Bon, un boss, c'est quelque chose avec une veuse, tout ça. Bon, ça, moi, je sais ce que c'est. Et même, il y a des patelins, là où... Cornemuse de Busancais, dit Rabelais. Bon, ben, Busancais, je sais où c'est. Peut-être plus de luthier. Mais là, l'appareil de notes dans la version originale, il est spécialisé sur Rabelais, sur l'époque, sur l'histoire, sur l'édition, sur la langue, alors que les appels de notes dans la translation, ils sont sur une optique générale de lecture. Alors ça aussi, je trouve que c'est une idée radicalement belle. Alors, si on prend dans le détail, ça va tout le temps être comme ça. Attendez, je prends 2 pages plus loin. Erreur, ne m'en parlez jamais. Rabelais. Là, grave erreur, point d'exclamation, ne m'en parlez plus jamais. Alors, moi, je vous dis, erreur, ne m'en parlez jamais. T'as pas compris? Bon, je te l'explique. Grave erreur, point d'exclamation, ne m'en parlez plus jamais. Ne m'en parlez jamais. Ne m'en parlez plus jamais. Bon, j'insiste pas là-dessus. Je voudrais juste finir. Donc pour moi, l'important là, c'est de dire fermement, d'autant plus ferme que l'autre jour avec Romain Ménini, là, c'est parti sur Twitter, parce que je disais un petit... Bon, c'est un message comme ça, je savais même pas qui c'était là-dessus. Moi, je n'ai pas fait gaffe, 10h du soir, toi, truc comme ça. Et après, c'est barré. Il m'a servi, vous savez quoi? Il m'a dit, il faudrait peut-être s'apercevoir que depuis 20 ans, les choses ont changé. Waouh! Merci les mecs! Mais ce qui n'a pas changé là, c'est la rythmique, c'est la langue. Alors, juste un truc. Moi, il n'y a pas de problème. Quand on me dit, c'est quoi l'édition dans laquelle il faut lire Rabelais? Bouquin, Romain Ménini, tout Rabelais. Et aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas photo. Quarto? Non. Pléiade? Non. Périmée. Erreur criminelle, Gargantua, avant Pantagruel. Puis après, les commentaires, robinet d'eau tiède. Les éditions de poche, elles sont moches. Moche et poche, ça commence par la même lettre. Sauf les Lovecraft traductions. F. bon chez Point Seuil. C'était un message subliminal. Je plaisante, pas tant que ça. C'est-à-dire, prenez le pavé et vous y trouverez votre compte. Oubliez les pages de gauche. Vous verrez qu'on les oublie très vite. On ne va pas faire la guerre là-dessus. Il leur fallait une translation. Ils ont dit translation pour pas dire traduction. C'est déjà ça. Et moi, c'est pour ça que je suis content là, de m'être fait mon petit luxe. Alors, pour l'instant, je ne le diffuse pas parce que je le relis, je corrige, je l'affine. Et c'est fantastique là, de se dire, bah oui, putain, mais t'as 70 balais, puis tu t'occupes de fabriquer des livres et de les mettre en page. Mais normalement, c'était pas ça ton boulot, toi. Bah ouais, tu vois, là, j'ai un magnétophone, là, un Zoom F6. Et puis là, j'ai un petit micro Rode, la Canon avec directionnel. Est-ce que ça, c'est le boulot d'un écrivain? Non, mais est-ce que tu as des musicaux qui savent pas se servir d'un Mac et d'un magnétophone? Non, tu vois, ça change tout ça. Et moi, le plaisir, c'était de se dire, là, j'ai 70 balais, je me fais mon Rabelais. Et ben, mon Rabelais, il est le plus proche possible de ce que j'ai trouvé là dans les facsimilés, et qui est ce que j'essaye de lire et de prononcer. Ça m'aide à le prononcer. Alors là, pour ça, il n'y a pas d'édition unique, il n'y a pas de mode unique de présenter. Là, eux, il y avait ce cahier des charges d'une translation. Ok, ils l'ont bien fait, etc. Mais, alors par contre, pour moi, il y a ça le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai un labo, par exemple, en ce moment, dans ce projet-là, Monde de Rabelais, dès que vous vous inscrivez, vous avez droit à un dossier numérique. Dans le dossier numérique, il y a la version PDF que j'actualise en permanence là, de ce fichier-là. Il est interactif avec la table des matières. Plaf, tu cliques. Il y a la version EPUB, là, pour pouvoir être affiché sur les iPads, sur les Kindle et tout ce que vous voulez. Et puis, il y a d'autres documents, par exemple, les introductions que j'avais fait autrefois. C'est dans un volume séparé, etc. Donc, pour moi, il y a un dossier numérique associé en permanence à l'édition graphique. Et quand le bouquin sera disponible
tout bientôt, il suffit d'un QR code, enfin en tout cas moi, il y a l'adresse là, parce que je l'ai simplifié, et il y a un QR code qui fait que, là, on le montre à l'appareil photo du petit machin, et tout de suite on est sur ce dossier web. Et ben en France, nous en 2012, on a commencé à le faire, ça s'appelait Publinet. T'achetais un livre de Publinet, et ben tu avais automatiquement l'accès à la version numérique. Et les mecs qui font du vinyle, c'est ça. C'est-à-dire, ce qu'on te vend le MP3 tu l'as sur Spotify et tous ces trucs. Non, si tu achètes le vinyle, hier, on m'a offert ça. Blues Project, Dave Van Ronk, Danny Kalb, Jan Buchanan, Mark Spolstra, Eric von Schmidt. Bon, c'est un petit cadeau comme ça, c'est pas ce qui nous... Là, je vous le montre. C'est Eric von Schmidt qui a fait le dessin de pochette. C'est un petit cadeau amical, mais quelque chose qui vient des années 70. Tu achètes un vinyle, et puis le numérique, il est inclus dedans. Dans l'édition, ils n'en sont pas encore là. Ça veut dire que là, tu payes ça 35 balles. Ok, ça les vaut. Je critique pas. Non seulement ça, mais le mien, il sera vendu pareil, et il n'y a pas tout le matos dedans. Mais moi, il y a la version numérique avec. Là, quand j'ai commencé, moi, à travailler avec l'édition Ménini, moi, quand j'ai commencé à travailler avec l'édition de Romain Ménini, je l'ai acheté sur l'iPad, et je l'ai acheté 18 balles. 18 balles, la mise à disposition d'un fichier, est-ce que ça va aux auteurs? Enfin, en tout cas, à l'équipe là, qui a mis ça, c'est pas la question. Mais pour moi, si tu achètes ça, tu as ça qui suit. Alors là, c'est pas eux le problème. Pour nous, aujourd'hui, on nous met toujours dans une espèce de dichotomie. Tu le veux en papier ou tu le veux en numérique? Ben oui, mais quand il s'agit de documents de travail, j'ai besoin du numérique. Mais là, évidemment, on sort des démarches. Regardez, par exemple, ce portrait, pleine page de Rabelais, vous verrez qu'il est un peu troublant. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à connaître de Rabelais. Il a un verre à la main, mais il y a l'index qui est comme ça, mais il y a un visage très fin. C'est pas un visage qui rit, c'est pas du gras dans la moustache, comme disait Ronsard, qui aimait ça. Non, c'est un tableau qui est à la Devinière, c'est une rareté. Et la préface de Ménini, elle commence par ça. Qu'est-ce que c'est de publier un écrivain dont on ne connaît aucune reproduction du visage faite de son vivant? Vous voyez? C'est pour ça que je la recommande aussi. On est dans un décalage. C'est pas le même décalage que moi, mais boulot totalement scientifique, extrêmement riche. À chaque fois qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a la réponse là derrière pour dire où on en est de ce champ de recherche. Prenez pas, je vais acheter Tiers-Livre puis je verrai si... Non, prenez pas les poches, allez direct à l'ensemble. Et là, il n'y a que. Je tenais à le dire. Et, grand respect pour ce boulot. C'est pas ma tasse de thé, mais je suis pas un buveur de thé de toute façon. Surtout pas quand on parle de Rabelais. Mais cette question de translation, elle n'est pas grave, puisque sur mon iPad, je la vois jamais. Et que là, finalement, pas besoin. Alors vous avez des pages comme ça. Alors ça, couillons, là c'est la liste des couillons. Alors, c'est intéressant la liste des couillons. C'est dans le tiers-livre, Panurge et Frère Jean qui marchent ensemble et tout d'un coup, Panurge et Frère Jean. Panurge c'est le bouffon du Pantagruel, Frère Jean c'est le bouffon du Gargantua. Et au tiers-livre, ils se retrouvent ensemble et en plein milieu du livre, il semble que Rabelais se dise, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble puisqu'ils vivaient à 400 ans d'écart? Alors qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, il les met face à face. Panurge qui voit Frère Jean, il dit, je vois ta barbe. Et dans la barbe, il voit quoi? Il voit la carte du monde. Donc tout d'un coup apparaît le visage. Le visage, c'est l'expression du jeu, d'un moi, quelque chose qui n'existait pas ni dans Pantagruel ni dans le Gargantua, qui n'existera qu'au temps de Montaigne. Je suis moi-même la matière de mon livre, quelque chose qui n'est pas formé encore, même dans le quart-livre. Et ces deux, Panurge et Frère Jean, se mettent à s'apostropher. Alors,
frère Jean envoie un panurge couillon moisi, couillon flétri, tandis que l'autre, un frère Jean dans le respect, couillon historié, couillon bistré. Alors là, par exemple, comment ils ont fait? Fou doctoral, fou monacal, fou fiscal, c'est pareil. Fou extravagant, c'est pareil. Fou à Bourlet, fou à Saint-Peton-sur, fou Cotal, ils ont mis Caudal. Fou gradué nommé en folie. Fou diplômé affecté à la folie. Fou codataire, fou commensal, fou de super-érogation, fou premier de sa licence, fou collatéral, fou niais, fou passager, fou branchier, fou sorti du nid, fou hagard, fou gentiment. Voilà. Allez, je termine là-dessus, mais elle est là ma réponse. Dans quelle édition lire Rabelais aujourd'hui? Bouquin, tout Rabelais. Et c'est la seule qui se vend aussi au format numérique. Si vous aimez lire numérique et que vous avez un iPad en particulier. Allez-y. Merci.